Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h30 sur Studio Kalita, 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. Nous allons commencer cette revue de la presse israélienne de ce vendredi par un titre qui provoque déjà un tremblement de terre dans la vie politique et sécuritaire en Israël. La commission Goldberg, qui est chargée de valider la nomination de personnalités aux plus hautes fonctions de l'État, a annoncé cette nuit, peu après minuit, qu'elle ne validerait pas la nomination de l'inspecteur en chef Moshe Edree au poste nouveau patron de la police. Les journaux ont eu le temps d'annoncer ce dernier développement dramatique, comme ils disent, et nous devons donc, et nous reporterons également ce matin sur les médias israéliens, les sites d'information qui développent donc ce développement sur Internet pour mieux mesurer la portée d'une telle décision. On pensait, il faut le rappeler, que la commission Goldberg allait valider la nomination de Moshe Edree après que celui-ci ait passé avec succès l'examen au détecteur de mensonges. Eh bien, apparemment non. Après minuit, donc, la commission a publié, après 10 heures même de délibération, un communiqué dans lequel elle indique que les deux développements ont empêché la nomination de Moshe Edree. D'abord, sa rencontre quelques jours avant d'être interrogé par cette même commission Goldberg avec l'avocat d'un homme qui prétendait avoir eu dans le passé des griefs sérieux contre l'inspecteur en chef Moshe Edree, mais aussi un rapport du contrôleur de l'État, le juge Yosef Shapira, qui, il y a 2 ans, avait critiqué des agissements, on va dire, problématiques de Moshe Edree lorsqu'il était commandant en chef de la sécurité routière au sein de la police israélienne. Il avait à l'époque annulé une contravention qui avait été adressée à un officier supérieur de la police israélienne pour excès de vitesse. La commission a affirmé hier soir que la nomination de Moshe Edree dans un tel contexte risquerait, je cite, de porter atteinte à la crédibilité de la police, une crédibilité, il faut le souligner, et cela il s'agit d'une réflexion plus personnelle et depuis très longtemps aura des pâquerettes. La décision de la commission a stupéfait la classe politique israélienne, même si elle était intervenue très tard, donc je le disais, dans la soirée, après minuit. Le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, a immédiatement réagi en annonçant qu'il repoussait les conclusions de la commission de Goldberg et il a affirmé qu'il souhaitait se présenter devant la commission pour témoigner et expliquer à quel point, selon lui, cette commission s'était trompée en décidant de ne pas accorder cette nomination à Moshe Edree. Il faut souligner que le commandant sortant de la police, Roni Alcher, doit terminer son mandat dans 2 semaines à peine et que l'absence de successeur risque d'avoir des conséquences lourdes pour la police. Hier, justement, avant même de connaître la décision de la commission, le ministre Gilad Ardan a déclaré qu'une véritable campagne de dénigrement était actuellement menée contre Moshe Edree. Il a fait cette déclaration alors que se déroulait une soirée d'hommage à Roni Alcher à l'occasion justement du départ donc du chef de la police après 3 ans en fonction. Il faut également rappeler que Moshe Edree occupait jusque-là les fonctions de directeur général du ministère de la Sécurité intérieure et que personne apparemment n'avait jusque-là eu à dire à lui faire de moindres reproches dans le cadre de ses fonctions tout de même importantes. Quant à la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, elle a déclaré hier, très en colère, il faut rappeler à la commission Goldberg que c'est le gouvernement qui doit nommer le patron de la police et certainement pas elle-même. Moshe Edree est un officier de police méritant et nul n'est parfait. Fin de citation. Désormais, il va falloir accélérer le processus de nomination d'un remplaçant à Moshe Edree qui puisse prendre en catastrophe la succession de Roni Alcher, qui doit certainement sourire sous sa moustache puisque le mandat d'Alcher n'avait pas été prolongé par le ministre Gilad Ardan. Dans son analyse dans le Israël Hayom, Mati Tourfeld n'a pas le temps de commenter la décision de la commission Goldberg, mais il se penche justement sur la police israélienne que Roni Alcher va laisser dans quelques jours à son successeur, donc inconnu pour l'instant. Et il affirme qu'Alcher laisse une police bien plus ordonnée et efficace qu'il ne l'a trouvé il y a 3 ans, mais Alcher lui-même s'en va en laissant de lui une image terne et un sentiment de ratage. Le second grand titre dans la presse israélienne de ce matin, ce sont des accusations syriennes d'opérations militaires israéliennes contre des cibles iraniennes sur le territoire syrien, à quelques 50 km de la frontière israélo-syrienne dans la région d'El Kiswa. Les Syriens affirment également avoir abattu un avion de chasse israélien, mais côté israélien, on a formellement démenti
une telle accusation. Par contre, côté israélien, on accuse les Syriens d'avoir tiré un missile en direction du territoire israélien sur le plateau du Golan. On ne sait pas encore exactement où ce missile est tombé, apparemment donc sur un champ sur le plateau du Golan. Les journaux et les sites d'information précisent également que quelques heures avant cette attaque, apparemment une attaque israélienne contre une position iranienne, un Boeing iranien avait déposé à l'aéroport international de Beyrouth une cargaison très volumineuse. Il faut souligner que c'est apparemment la première fois que les Israéliens bombardent des positions iraniennes en Syrie depuis l'opération israélienne à Latakia en début octobre, une opération aérienne qui avait poussé l'artillerie syrienne à tenter de toucher des appareils israéliens et qu'il avait finalement conduit à abattre par inadvertance un avion espion russe et son équipage, ce qui avait provoqué une très vive tension entre Moscou et Jérusalem, une tension qui n'est pas encore totalement retombée, les Russes ayant choisi de rendre Israël directement responsable de cet incident grave, donc de l'Atakia. Troisième grand titre qui s'étale ce matin à la une des quotidiens ou même à l'intérieur des sites d'information. L'annonce par l'entourage du Premier ministre de l'élargissement de son équipe d'avocats chargés des affaires judiciaires 1000, 2000 et 4000 le concernant. Les journaux soulignent que la disparition des suites d'une maladie de l'avocat personnel de Bibi et Sarah Netanyahu, l'avocat Yaakov Weinroth, a obligé le Premier ministre à consolider son équipe de juristes qui s'occupent de ces dossiers. Le choix du nouvel avocat qui doit remplacer, on va dire, Yaakov Weinroth a tout de même un petit peu surpris puisqu'il s'agit de Navot Teltsour. Teltsour est considéré en effet comme l'avocat qui était le plus proche de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert et il avait été accusé à l'époque du procès d'Olmert d'infraction à la loi lorsqu'il avait tenté de dissuader apparemment Shula Zaken, ex-directrice de cabinet d'Ehud Olmert, de témoigner contre son client. Le fait que M. Netanyahou ait choisi un juriste, on va dire, ultra favorable à son rival Ehud Olmert, et qui plus est un juriste sur lequel a plané une certaine ombre au niveau professionnel, a quelque peu étonné. Le Premier ministre a également intégré à son équipe des juristes de renom et d'autres avocats, et en particulier l'ancien juge Oded Moudrir. Il a fait ce qui a fait dire à certains commentateurs israéliens que M. Netanyahou se prépare quelque part à une inculpation de la part du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit dans le cadre des affaires judiciaires le concernant. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin. Les quotidiens annoncent que l'on est en passe d'assister à un événement inhabituel et exceptionnel puisque l'Assemblée générale des Nations unies s'apprête à publier pour la première fois une résolution condamnant le Hamas pour ses tirs de missiles en direction du territoire israélien, pour son incitation à la violence et aussi pour avoir mis en danger les vies de civils palestiniens. Cette résolution a été rédigée par les États-Unis à l'initiative de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU qui quitte ses fonctions dans quelques jours, mais également par les Européens. Rassurons-nous, l'ONU n'a pas encore modifié totalement son approche et hier soir, à l'occasion d'un débat sur le plan de partage de la Palestine en novembre 1947, l'Assemblée générale a voté plusieurs résolutions très virulemment anti-israéliennes. Un titre qui barre la une ce matin du Makor Rishon, le journal qui paraît en version papier uniquement le vendredi et qui est plus considéré comme un journal de centre-droite. C'est un titre stupéfiant. La première université juive d'Eretz Israël, celle qui porte le nom d'université hébraïque, celle qui est installée à Jérusalem. Oui, effectivement, l'université hébraïque de Jérusalem envisage désormais d'utiliser l'anglais comme première langue d'enseignement. La décision qui semble se préciser au Sénat de l'université et qui ne manquera pas de susciter des réactions concerne pour l'instant les cours de second et de troisième cycle uniquement. Mais dans le corps enseignant, ceux qui la critiquent affirment que très vite, eh bien, les cours du premier cycle seront également donnés en anglais. Et alors, affirme-t-il, l'université hébraïque de Jérusalem perdra son contact avec la réalité israélienne. Fin de citation. Sollicité par le Makor Rishon, le porte-parole de l'université a souligné que la décision n'avait pas encore été prise, mais le professeur Eliezer Schweid, qui est prix d'Israël et l'un des plus célèbres professeurs enseignants de l'université hébraïque, a affirmé que cette décision qui se précise, reflète la tendance actuelle de l'université hébraïque, ou même une tendance au cours des 2 dernières décennies qui vise à transformer la plus grande université israélienne en une université américaine moyenne, dixit donc le professeur Schweid, qui affirme « Ce n'est pas seulement négatif, c'est une véritable autodestruction. L'université hébraïque a été fondée comme université du peuple juif. Aujourd'hui, elle est très profondément ancrée dans un processus d'autodestruction », a déclaré le professeur Schweid, affaire à suivre.
Le Israël Hayom mentionne ce matin l'incident diplomatique ou protocolaire qui s'est produit hier à Buenos Aires lors de l'arrivée de l'avion du président français Emmanuel Macron qui doit participer ce week-end au G20. Il s'avère que personne du gouvernement argentin n'est venu accueillir le président français et son épouse à leur descente d'avion et donc à défaut ils se sont contentés de serrer les mains d'employés de l'aéroport de Buenos Aires. Quelques instants plus tard, la vice-présidente argentine, qui était à l'aéroport tout de même pour accueillir d'autres leaders, s'est dirigée en vitesse vers le couple Macron et elle lui a présenté ses excuses pour cette erreur de timing. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne par une photo du Yediot Aharonot qui nous montre des jeunes Israéliens en compagnie d'officiers de Tsahal en train de déguster les traditionnels beignets de Hanouka, les fameux soufganiot. Eh bien, c'est bien entendu tout cela un titre, une photo en prélude à la fête de Hanouka qui débute dimanche soir. Nous aurons l'occasion de revenir dans cette revue de la presse israélienne sur Hanouka et ses festivités pendant la semaine prochaine, durant toute la semaine. En attendant, nous approchons de Shabbat. Il est 8h41 sur Studio Kalita. Et puisque nous parlions de soldats, nous allons tout de suite parler, puisque nous parlions de soldats, nous allons tout de suite parler de Matanot Ktanot et être en ligne avec Alex Gutman, d'Elon Moré, Alexandre Gutman, pour nous parler d'un poste particulièrement émouvant d'un Israélien, Ohad, qui a été blessé par un terroriste palestinien et qui a témoigné durant le procès de ce terroriste, un témoignage qui circule actuellement sur Internet, dont nous allons vous livrer la teneur et nous parlerons avec lui de ce témoignage émouvant et également un mot de la paracha donc d'Alexandre Gutman à la collation de la paracha Vayeshev qui sera lue demain dans toutes les synagogues. Mais tout d'abord, Matanot Ktanot. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.